something happy in my ear. Bonjour, Just a peut-être sound bonsoir. to make me Aujourd'hui, je te propose de mêler la douceur de la plume d'édredon à celle de nos grands auteurs. Oui, je te propose de te détendre et pourquoi pas de fermer les yeux pendant que je te présente l'analyse linéaire d'un grand classique de la littérature française et du bac de français. Je t'invite à me suivre à la cour des Valois, sous le règne d'Henri II, dans l'univers de Madame de Lafayette et de la princesse de Clèves, dont nous allons analyser aujourd'hui la célèbre scène du bal. La princesse de Clèves est un roman qui est d'abord paru de manière anonyme en 1678. Mais l'identité de son auteur, ou plutôt de son autrice, n'a jamais été un mystère. Il s'agit de Madame de Lafayette, une aristocrate gravitant autour de la cour de Louis XIV et apparentée au mouvement de la préciosité. Les précieuses sont des écrivaines qui ont accordé beaucoup d'importance au langage et à son raffinement. Elles ont ainsi créé de nombreux néologismes, ce dont Molière se moque dans la célèbre pièce Les Précieuses ridicules. Mais elles se sont aussi beaucoup intéressées à l'analyse des sentiments, et notamment des sentiments amoureux. Et c'est à ce titre que notre roman, La princesse de Clèves, est particulièrement représentatif de la préciosité. Et c'est à ce titre également qu'il est souvent considéré comme le premier roman moderne. En effet, il accorde beaucoup plus d'importance à l'analyse psychologique des personnages, à leurs pensées, à leurs troubles, à leurs dilemmes, à leurs hésitations, qu'aux actions en elles-mêmes. Notre roman s'ouvre sur une phrase restée célèbre et que je vous lis. La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne de Henri II. Tout est dans cette première phrase qui plante parfaitement le décor et l'atmosphère qui règne dans la cour des Valois. Une atmosphère de luxe où il est de bon ton de faire étalage de ses richesses, une atmosphère de galanterie également, et ce terme polysémique désigne à la fois l'élégance et le raffinement des manières, mais également les aventures amoureuses qui sont nombreuses au sein de cette cour où le roi lui-même entretient depuis des années sa maîtresse, la duchesse de Valentinois, Diane de Poitiers. Et la cour est donc scindée, divisée entre les partisans de la reine d'un côté et ceux de la maîtresse du roi de l'autre. C'est dans ce contexte que notre héroïne va faire ses débuts à la cour. Elle s'appelle alors Mademoiselle de Chartres. C'est une jeune femme d'une beauté renversante, éblouissante, âgée de 16 ans, en âge donc de se marier, et qui a reçu par sa mère une éducation extrêmement pieuse et vertueuse. Elle fait la rencontre avec un jeune homme, le prince de Clèves, qui tombe immédiatement fou amoureux d'elle et qui, après maintes péripéties, obtient la main de cette jeune fille. Il est fou d'amour et de bonheur d'avoir obtenu la main de ce si bon parti, mais très vite, il comprend que la jeune femme ne partage pas ses sentiments et qu'elle ressent pour lui principalement du respect et de l'amitié. Quelques jours après leur mariage, un bal est donné à la cour
Et la jeune princesse de Clèves, puisqu'elle est devenue princesse, s'y rend avec la curiosité d'y faire la rencontre d'un jeune homme dont elle a beaucoup entendu parler. C'est un jeune homme que notre auteure, Madame de La Fayette, nous décrit comme un chef-d'œuvre de la nature. Il s'appelle le duc de Nemours. Toutes les femmes de la cour ne parlent que de lui. Il est même courtisé par la reine d'Angleterre en personne, qui cherche à le faire venir auprès d'elle, et pourquoi pas à lui proposer une union. C'est donc dans ce contexte qu'a lieu la rencontre entre le duc de Nemours et la princesse de Clèves, dans le cadre idyllique d'un bal, comme dans les contes de fées. Je vais maintenant procéder à la lecture du texte. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença. Et comme elle dansait avec monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Les rois et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus, et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient, et s'ils ne s'en doutaient point. « Pour moi, madame, dit monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. » « Je crois, dit madame la dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. »« Je vous assure, madame, reprit madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. »« Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine, et il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. » Nous pouvons distinguer 3 mouvements dans ce texte. Dans un premier temps, du début du texte jusqu'à « le roi lui cria de prendre celui qui arrivait », c'est l'entrée en scène des 2 personnages. Puis, à partir de « elle se tourna et vit un homme », jusqu'à « il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration », c'est le moment du coup de foudre en lui-même. Et enfin, depuis quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges jusqu'à la fin du texte. C'est le moment où la cour observe et influence nos 2 héros. Quant à la problématique, nous chercherons à la mettre en lien avec les termes du parcours proposé aux étudiants de première qui présentent le baccalauréat de français. Ce parcours s'intitule « Individu, morale et société ».
Et nous nous demanderons donc quel est le rôle de la société, incarnée ici par la cour, dans cette rencontre entre deux individus, Madame de Clèves, Monsieur de Nemours, qui, ici, vivent un véritable coup de foudre. Nous nous demanderons donc quelle est leur part de liberté face à cet amour qui va déterminer le reste de l'histoire et le destin de ces deux personnages. Nous pouvons donc commencer l'analyse du premier mouvement qui désigne donc l'arrivée successive de nos deux personnages. Ce mouvement commence par la phrase suivante. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Cette première phrase insiste d'emblée sur l'importance des apparences à travers le terme « se parer », qui est un terme que l'on retrouvera à plusieurs reprises dans le texte sous différentes formes. La phrase suivante comportera le groupe nominal « sa beauté et sa parure », et puis nous retrouverons le verbe « se parer » lors de notre deuxième mouvement, appliqué cette fois-ci à Monsieur de Nemours. De manière générale, dans tout le texte, nous allons retrouver le champ lexical du regard avec les verbes comme admirer, chercher des yeux, voir, le verbe voir qui va réapparaître à de nombreuses reprises, le terme d'admiration, et tout cela nous montre bien que cette cour des Valois est un univers où règnent les apparences, le spectacle, la démonstration de sa beauté, de sa richesse. Et c'est un univers dans lequel, nous allons le voir, Monsieur de Nemours est très à l'aise et Madame de Clèves beaucoup moins. Quoi qu'il en soit, elle a tout de même passé tout le jour des fiançailles à se parer, et ce complément circonstanciel de temps, tout le jour, nous indique à quel point cette jeune princesse a hâte de rencontrer celui dont on lui a tant parlé, même si cela n'est que suggéré. Cette première phrase nous plante également le décor de ce bal, un décor de faste, de luxe, un décor qui rappelle celui des contes de fées, puisque nous retrouvons le champ lexical de la royauté et de la richesse. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. On remarque ici la présence du pronom personnel de troisième personne, on, qui ici montre à quel point l'admiration pour cette jeune princesse est générale. On admira, tout le monde admira. Et ce que l'on admire est défini par un groupe nominal en deux temps, sa beauté et sa parure, ce qui révèle que l'on admire chez notre princesse deux choses, sa beauté naturelle d'une part et le soin qu'elle a su mettre à la raffiner, à la mettre en valeur, ce qu'on appelle donc sa parure. On retrouve donc ici déjà tout le champ lexical de l'admiration, de la beauté dont je parlais à l'instant. Le bal commença, et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. On remarque tout de suite dans cette phrase l'irruption de l'imparfait. Jusqu'à présent, nous n'avions rencontré que le passé simple, qui désignait, depuis la première phrase, l'ensemble des actions qui étaient celles de la princesse notamment. Elle passa tout le jour, elle arriva, et puis les réactions de son public. On admira. Le bal commença désigne également la succession d'actions, et ces actions sont décrites de manière rapide, puisque toute la journée est décrite en une phrase.
Et puis là, le temps semble se ralentir avec cet imparfait, un imparfait d'arrière-plan qui plante là encore le décor. Et ce décor, et ce n'est pas très flatteur pour Monsieur de Guise, mais ce décor, c'est bel et bien la danse avec Monsieur de Guise, qui est l'un des prétendants de la princesse de Clèves, qui lui aussi est tombé amoureux d'elle, en même temps que le prince de Clèves, mais qui a été plus malheureux, et qui continue à la courtiser pendant un certain temps, en imaginant avoir peut-être le bonheur de devenir son amant, mais ce sera sans succès. En tout cas, il est intéressant de remarquer que Monsieur de Nemours, puisque c'est bien lui qui est en train d'arriver, n'est pas nommé directement. Et on va avoir une sorte de suspense qui va caractériser l'arrivée de ce personnage. Et c'est ce qu'on appelle la théâtralisation, c'est-à-dire le fait de faire attendre l'entrée en scène du personnage, comme on peut le faire dans une pièce de théâtre où les personnages vont nous parler du héros pendant une scène, deux scènes, parfois même tout le premier acte, et nous faire attendre l'arrivée de ce dit héros. Et bien ici, Monsieur de Nemours est évoqué d'abord de manière indirecte, impersonnelle. Il se fit un assez grand bruit, et il est évoqué par le sens de l'ouïe, donc ce bruit, et non pas par le sens de la vue. Donc Madame de Clèves l'entend, et nous l'entendons avant de le voir. Et puis la tournure indéfinie et comparative, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place, fait durer encore ce suspense. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. On retrouve ici à nouveau ce champ lexical du regard, et cela nous montre à nouveau que dans cette scène, tout repose sur un jeu de regard. Ici, on admire d'abord Madame de Clèves, puis elle entend un bruit, elle cherche des yeux quelqu'un avec qui elle veut danser. Ici, c'est ce que signifie le verbe prendre. Et elle va en fait tomber sur Monsieur de Nemours. Ici, ce qui est absolument fondamental dans cette phrase, c'est notamment l'irruption du roi. Et ce roi apparaît avec le verbe lui cria, donc avec le passé simple qui démontre l'action, alors que Madame de Clèves cherchait des yeux, donc à l'imparfait, c'est l'arrière-plan. Donc le roi soudainement fait irruption dans les intentions de notre jeune femme, et il va venir s'interposer en quelque sorte entre ses projets, ses intentions et ses décisions, puisqu'il est bien sûr hors de question de désobéir au roi, et s'il donne un ordre, elle ne peut que lui obéir. Et donc ce roi ici joue en quelque sorte le rôle du destin, presque du destin tragique dans la tragédie au théâtre notamment, et ce texte a bien des points communs avec le théâtre. Nous parlions de la théâtralisation à l'instant. Ici, l'on peut s'interroger donc sur le rôle du roi qui incarne ce destin, qui incarne peut-être même ces dieux de la tragédie antique qui décident à la place des personnages de leur sort et de leur destinée. C'est ce qu'on appelle la fatalité. Et c'est assez intéressant, notamment dans le cadre de notre parcours et au terme de ce premier mouvement, de s'intéresser à ce rôle du roi qui incarne bien sûr au mieux la société de cour et qui semble ne laisser aucun choix aux individus que sont Madame de Clèves et Monsieur de Nemours.
Tout se passe comme si, dès cette première rencontre et dès cette intervention du roi, tout était joué, leur destin était scellé, et comme s'ils avaient perdu finalement toute liberté. Donc au terme de ce premier mouvement, nous pouvons revenir à notre problématique et faire un bilan d'étape. Notre problématique était de se demander quel est le rôle de la société sur le destin de nos individus. Et nous voyons bien que nous avons d'ores et déjà des éléments de réponse, puisque nous pouvons voir que cette rencontre entre Madame de Clèves et Monsieur de Nemours a lieu sous les regards de la cour. Ils n'ont à aucun moment le droit à une intimité. Et nous allons le voir, cela va se poursuivre dans le deuxième mouvement. Et puis, nous voyons également avec cette présence finalement assez inquiétante du roi, à quel point cette rencontre ne leur appartient pas, à quel point elle découle de circonstances qui leur échappent, et à quel point ils vont devoir, à partir de ce moment-là, subir leur propre destin. Nous allons donc pouvoir passer à notre deuxième mouvement, qui est celui du coup de foudre proprement dit. Ce mouvement est saturé par le champ lexical du regard. Elle se tourna et vit un homme, et puis un peu plus loin, il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. À nouveau la mention de la parure, il avait pris le soin de se parer. Il est également question de l'air brillant qui était dans sa personne. Et puis encore le verbe voir, il était difficile aussi de voir Madame de Clèves sans en avoir un grand étonnement. Et notre mouvement se termine sur le terme d'admiration. Il est également beaucoup question de la surprise que provoque la vue de nos deux personnages. On retrouve le terme de surprise, l'adjectif surpris, et puis le nom d'étonnement. C'est donc un topos qui est repris ici, c'est-à-dire un motif littéraire que l'on retrouve dans de nombreux romans. C'est celui du coup de foudre au premier regard. Cette rencontre est construite sur un parallélisme. Avec la reprise de ces termes, on a donc tout d'abord le prince qui est surpris de voir Madame de Clèves, et puis Madame de Clèves qui à son tour est surprise de voir Monsieur de Nemours. La première phrase de notre extrait est la suivante. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Il faut comprendre l'adverbe d'abord comme immédiatement, tout de suite. Et le verbe croire ici a son sens étymologique de être persuadé de. Et donc la jeune princesse reconnaît immédiatement Monsieur de Nemours bien qu'elle ne l'ait jamais vu. Ce qui nous rappelle la reconnaissance platonicienne dont il est question dans le banquet de Platon, c'est-à-dire l'idée que nous avons tous une âme sœur, une moitié, avec qui nous étions unis par le passé et qu'il nous appartient de reconnaître dans cette vie, de retrouver. Et c'est un peu ce qui se passe ici puisque nos deux jeunes et beaux gens se reconnaissent immédiatement. On remarque également que Monsieur de Nemours est caractérisé par sa fougue, sa jeunesse, puisqu'il passe par-dessus les sièges d'une manière assez provocante, juvénile, qui peut symboliser le fait qu'il ne va pas hésiter à surmonter différents obstacles pour aller conquérir la femme de son cœur. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne, mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans en avoir un grand étonnement. Donc on retrouve ce parallélisme dont je parlais
qui s'organise autour de la conjonction de coordination mais et qui met donc en parallèle l'étonnement que provoque la vue de nos deux personnages. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Avec cette négation, il ne put s'empêcher, on remarque à quel point Monsieur de Nemours semble perdre le contrôle, lui qui pourtant connaît bien les usages de la cour et où l'on est sans arrêt en train de cacher ses véritables sentiments, et bien là, il ne peut s'empêcher de donner des marques de son admiration, c'est-à-dire de laisser voir à quel point il est surpris, étonné par la beauté de notre jeune princesse. Ce deuxième mouvement est donc celui du coup de foudre, un coup de foudre qui a été savamment orchestré par le roi à la fin du premier mouvement. Ce coup de foudre apparaît comme une sorte de parenthèse magique. Peut-être est-ce le seul moment qui leur appartienne réellement, le seul moment où véritablement on a l'impression qu'ils sont seuls sur la scène du bal. Mais il ne faut pas oublier que tout cela se joue sous le regard de la cour. Et cette cour va revenir sur le devant de la scène lors de notre troisième mouvement. Nous allons donc passer à l'étude de notre troisième mouvement, qui est consacré au regard et à l'intrusion de la cour sur le couple. Ce mouvement commence par la phrase suivante. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. La tournure impersonnelle « il s'éleva » qui est, semble-t-il, contradictoire avec l'idée de murmure, révèle bien la fascination générale. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Il y a là encore une contradiction, une opposition entre ils ne s'étaient jamais vus et les voir danser ensemble sans se connaître, qui rappelle à nouveau cette idée de la reconnaissance platonicienne. La tournure indéfinie quelque chose de singulier, et l'adjectif singulier en particulier, révèle bien l'étonnement général de la cour, représentée ici par le roi et les reines, qui assistent donc à cette scène de première vue et remarquent sa singularité, son unicité. Et cet étonnement est dû au fait que nos deux personnages ne se connaissent pas et semblent pourtant s'être immédiatement trouvés. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. Cette phrase est marquée par la multiplication des négations, que ce soit des négations lexicales, sans leur donner le loisir de parler à personne, ou des négations syntaxiques, totales ici, s'ils n'avaient pas bien envie de savoir et s'ils ne s'en doutaient point. Ces négations marquent l'absence de contrôle de nos deux héros. Ce ne sont pas eux qui décident, ils sont les objets de la décision du roi et de la cour. Ce que marque ici le pronom personnel objet, les, dans ils les appelèrent. Ils ne sont pas sujets du verbe, ils sont objets, ici COD, ils les appelèrent, ils appelèrent qui? Les. Et nos deux personnages n'ont pas le loisir de parler à qui que ce soit. La négation lexicale, personne le marque ici aussi, mais ils n'ont surtout pas le loisir de se parler. Et le passage au discours direct qui va clore notre extrait est remarquable en ceci que, alors qu'on pourrait attendre un dialogue entre les deux personnages, eh bien c'est au contraire la dauphine qui va ici prendre la parole et qui va s'immiscer
dans le couple, qui va s'interposer entre eux et qui va mener la danse en quelque sorte, sans en laisser le loisir ni à Monsieur de Nemours, ni à Madame de Clèves, qui vont ici, donc toujours dans la même idée, subir finalement ces présentations. Ces présentations se passent selon les codes traditionnels en usage à la cour, c'est-à-dire un dialogue galant dont Monsieur de Nemours maîtrise parfaitement les codes, comme le montre sa première réplique. « Pour moi, madame, dit Monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude. Mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. » Cette phrase, qui est assez longue et assez alambiquée, reflète toute la maîtrise de Monsieur de Nemours des usages de la cour. Il fait usage de négation, je n'ai pas d'incertitude, mais Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner. Et il fait usage également de la litote, cette figure de style qui consiste à dire le moins pour suggérer le plus. C'est une figure de style que l'on retrouve beaucoup chez Madame de Lafayette pour refléter cette cour où l'on cherche à atténuer les sentiments, à ne jamais choquer, à rester dans une expression modérée de ses sentiments. Je n'ai pas d'incertitude, dit Monsieur de Nemours, pour signifier qu'il sait très bien qui est Madame de Clèves et pour suggérer que sa réputation, et notamment la réputation de sa grande beauté, ne lui est pas inconnue. Et au contraire, lui-même fait preuve de beaucoup d'humilité, avec un petit peu de mauvaise foi, en prétendant qu'il s'imagine que Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons que lui de savoir qui il est. Or, il sait très bien, puisque Monsieur de Nemours est un homme à femme qui est tout à fait conscient de sa réputation, il sait très bien que Madame de Clèves a certainement entendu parler de lui. Mais il a la modestie, l'humilité et l'habileté également de suggérer qu'elle ne pourrait pas le reconnaître. Seulement, Madame la Dauphine, qui lui répond, va venir saper ses efforts, réduire à néant ses tentatives pour paraître galant, en levant le voile sur le mensonge de Monsieur de Nemours. « Je crois, dit Madame la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. » Dans une sorte de parallélisme, là aussi, avec la reprise du verbe savoir notamment, qui suggère qu'il y a bien une équivalence entre la réputation de Monsieur de Nemours et celle de Madame de Clèves. Et nous voyons ici que Madame la Dauphine donc répond à Monsieur de Nemours à la place de la réponse attendue de Madame de Clèves. Et Madame de Clèves ne répond que dans un second temps. Nous avons donc une relation triangulaire qui voit le jour ici et qui reflète le drame de ce couple qui ne sera jamais seul, qui sera toujours épié par la cour et qui ne pourra jamais nouer de relations directes, former de véritables duos amoureux, parce qu'il y aura toujours entre eux la présence d'un tiers, et notamment, bien sûr, la présence de Monsieur de Clèves, que Madame de Clèves vient d'épouser. « Je vous assure, madame, reprit Madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. » Donc la réponse de la princesse de Clèves arrive, une réponse un peu embarrassée, ce qui est un euphémisme ici, hein. Elle est en réalité très gênée. La preuve, c'est qu'elle le paraît, hein, elle paraît un peu embarrassée, ce qui signifie que son trouble se voit, son trouble paraît aux yeux de la cour.
Alors, elle nie de manière assez maladroite, avec l'utilisation de cette négation, je ne devine pas si bien, mais là encore, la dauphine va venir reprendre cette tournure, vous devinez fort bien, et transformer la négation en affirmation, et venir à nouveau saper les efforts de la jeune femme pour paraître galante et modeste. Vous devinez fort bien, répondit madame la dauphine, et il y a même quelque chose d'obligeant pour monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. À nouveau, cette dauphine relève donc l'hypocrisie flatteuse et séductrice de monsieur de Nemours, qui s'efforce de prétendre qu'elle ne le connaîtrait pas, et elle va terminer son intervention en formulant cette idée de reconnaissance platonicienne, vous le connaissez sans l'avoir jamais vu, qui est ce qui étonnait déjà le roi et les reines dans le deuxième mouvement, l'idée que nos deux personnages ici se rencontrent et semblent se reconnaître alors qu'ils ne se connaissaient pas. Pour conclure sur ce troisième mouvement, le coup de foudre entre les personnages a eu lieu, mais ils ne se parlent pas, ne sont jamais seuls et ne semblent rien maîtriser de leur rencontre qui est orchestrée finalement du début à la fin par le roi et les reines, par la cour des Valois. Pour conclure cette analyse linéaire, en revenant à notre problématique, ici l'on remarque que l'individu, la princesse, le duc, l'individu est bien soumis à la volonté de la société de cour, incarnée d'abord par le roi à la fin du premier mouvement, puis par la salle tout entière qui murmure des louanges en les voyant danser, puis par la reine dauphine lors du troisième mouvement. On peut donc se demander si la princesse de Clèves est une héroïne véritablement libre de ses choix. Et l'on verra par la suite qu'elle va avoir bien du mal à résister à cet amour, né presque pour satisfaire un caprice royal. Elle va faire tout son possible pour ne pas y succomber et rester fidèle à l'éducation vertueuse et religieuse que lui a donnée sa mère. Elle va faire tout son possible jusqu'à avouer ses sentiments à son mari, ce qui donnera lieu à un texte très célèbre également, la fameuse scène de l'aveu que nous étudierons ultérieurement.